Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi votre vie semble être un cycle sans fin de frustration et de déception? Pourquoi, malgré tous vos efforts, vous sentez-vous toujours au même endroit, comme si vous couriez sur un tapis roulant qui ne vous mène nulle part? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 habitudes destructrices qui détruisent silencieusement votre vie, comme des termites invisibles qui rongent les fondations de votre bonheur. Ces habitudes sont si subtiles que vous ne les remarquez même pas, mais elles sont là, jour après jour, vous privant de la paix et du succès que vous méritez. La philosophie stoïque nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons totalement contrôler comment nous y réagissons. Et cela commence par identifier et éliminer ces habitudes toxiques qui nous maintiennent prisonniers de nos propres limitations. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à mettre un like sur cette vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu transformateur comme celui-ci. Rappelez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus capable que vous ne l'imaginez. Vous avez en vous le pouvoir de changer votre vie. Et cela commence par de petites décisions conscientes, prises chaque jour. Découvrez comment contrôler vos émotions et débloquer votre véritable potentiel avec notre guide stoïque exclusif. Accédez à artestoica.com ou cliquez sur le lien du commentaire. Épinglez pour l'obtenir dès maintenant. Ce n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire. Ces 10 habitudes que nous allons découvrir aujourd'hui sont comme des chaînes invisibles qui vous retiennent. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous les identifiez, vous pouvez commencer à les briser une par une, en silence, sans fanfare, mais avec la détermination tranquille de celui qui sait exactement ce qu'il veut. Le stoïcisme nous enseigne l'art de vivre avec intention, de choisir nos batailles et de nous concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou indifférent, mais de développer une force intérieure qui nous permet de naviguer dans les tempêtes de la vie avec sérénité et sagesse. Alors, si vous vous êtes déjà senti submergé par le poids de vos propres habitudes, si vous avez déjà eu l'impression d'être votre propre pire ennemi, ou si vous cherchez simplement un moyen de vivre avec plus d'intention et de paix, restez avec moi. Cette vidéo pourrait être le point de départ de la transformation que vous attendiez. Nous allons plonger dans ces habitudes destructrices avec la précision d'un chirurgien et la sagesse d'un philosophe. Je vous encourage à regarder cette vidéo du début à la fin, car chaque habitude que nous allons explorer est interconnectée avec les autres, créant un réseau complexe qui peut soit vous emprisonner, soit vous libérer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche la profondeur, qui veut comprendre les mécanismes cachés qui gouvernent votre vie. Votre engagement à absorber ce contenu dans son intégralité vous distingue de ceux qui se contentent de solutions superficielles. Première habitude, vivre dans le passé. Il y a quelque chose de profondément destructeur dans l'habitude de vivre ancré dans le passé. C'est comme essayer de conduire en regardant uniquement dans le rétroviseur. Vous êtes condamné à vous écraser. Pourtant, tant de personnes passent leur journée à ressasser ce qui s'est passé, à revivre les erreurs, les blessures, les occasions manquées, comme si le fait de rejouer ces scènes mentalement pouvait changer quelque chose. Le passé est un territoire que vous ne pouvez plus visiter, encore moins modifier. Chaque minute que vous passez à vous lamenter sur ce qui aurait pu être est une minute volée à ce qui pourrait encore être. C'est un investissement émotionnel avec un rendement négatif garanti. Cette habitude se manifeste de nombreuses façons subtiles. Vous vous surprenez à dire des phrases comme « si seulement j'avais… si les choses avaient été différentes, à cette époque, j'étais ». Ces phrases sont comme des ancres qui vous maintiennent attachés à un navire qui a déjà coulé. Vous flottez dans les débris de ce qui fut, incapable de nager vers ce qui pourrait être. L'ironie, c'est que plus vous vous accrochez au passé, plus vous créez les conditions pour répéter les mêmes erreurs dans le futur. Votre esprit, obsédé par les anciens schémas, ne peut pas voir les nouvelles opportunités qui se présentent devant vous.
C'est comme porter des lunettes de soleil dans une pièce sombre. Vous obscurcissez encore plus votre vision. Les stoïciens avaient une compréhension profonde de cette vérité. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Cette souffrance imaginaire inclut non seulement nos peurs du futur, mais aussi notre rumination obsessionnelle du passé. Nous créons notre propre prison temporelle avec des barreaux faits de souvenirs et des chaînes forgées par le regret. Pour éliminer cette habitude destructrice, vous devez d'abord reconnaître quand votre esprit dérive vers le passé. C'est un exercice de conscience pure. Chaque fois que vous vous surprenez à replonger dans les eaux troubles de ce qui fut, ramenez doucement votre attention au présent. C'est comme entraîner un chiot. Cela demande de la patience et de la constance. Créez un rituel quotidien de connexion avec le présent. Cela peut être aussi simple que de prendre 3 respirations profondes et conscientes chaque fois que vous réalisez que votre esprit vagabonde vers le passé. Ou développer une phrase ancre, comme « Ce moment est tout ce que j'ai et c'est suffisant ». L'objectif n'est pas d'effacer votre passé ou de prétendre qu'il n'a pas existé. Il s'agit d'extraire les leçons utiles et de laisser le reste derrière vous, comme un voyageur qui garde les souvenirs précieux mais abandonne les bagages lourds qui l'empêchent d'avancer. Rappelez-vous, votre passé a contribué à faire de vous qui vous êtes aujourd'hui, mais il ne détermine pas qui vous pouvez devenir demain. Chaque jour est une page blanche et vous tenez la plume. Cessez de réécrire les chapitres déjà écrits et commencez à créer l'histoire que vous voulez vraiment vivre. Deuxième habitude, la comparaison constante. Avez-vous déjà remarqué comment votre journée peut passer d'excellente à misérable en quelques secondes, juste en voyant la publication de quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux? Cette habitude de se comparer constamment aux autres est l'un des poisons les plus subtils et destructeurs de notre époque. C'est comme boire de l'arsenic à petites gorgées. Cela ne vous tue pas immédiatement, mais cela érode lentement votre estime de soi et votre paix intérieure. La comparaison est le voleur de la joie, comme le disait Theodore Roosevelt. Mais c'est plus que cela, c'est le voleur de votre authenticité, de votre gratitude et de votre capacité à apprécier votre propre chemin unique. Chaque fois que vous mesurez votre valeur en fonction des réalisations, de l'apparence ou du bonheur apparent des autres, vous abandonnez votre pouvoir personnel à des personnes qui ne connaissent même pas votre histoire. Le problème avec la comparaison, c'est qu'elle est fondamentalement injuste. Vous comparez vos coulisses avec la représentation des autres. Vous connaissez vos luttes intérieures, vos doutes, vos peurs, mais vous ne voyez que la version polie et filtrée de la vie des autres. C'est comme comparer un brouillon avec un livre publié. Cela n'a aucun sens, mais nous le faisons quand même. Cette habitude se manifeste de manière si subtile que souvent nous ne la remarquons même pas. Un collègue obtient une promotion et soudain vous remettez en question votre propre valeur professionnelle. Un ami poste des photos de vacances et vous vous sentez soudain insatisfait de votre propre vie. Un ancien camarade de classe réussit dans les affaires et vous commencez à vous sentir comme un échec. Ces réactions automatiques sont les symptômes d'un esprit infecté par la comparaison chronique. Les stoïciens comprenaient parfaitement ce piège. Épictète enseignait que nous sommes perturbés non pas par les choses elles-mêmes, mais par les opinions que nous avons sur ces choses. Quand vous vous comparez aux autres, vous créez une opinion sur votre propre valeur basée sur des informations incomplètes et des standards externes qui n'ont rien à voir avec votre propre chemin et vos propres circonstances. Pour éliminer cette habitude toxique, vous devez d'abord prendre conscience de quand elle se produit. Portez attention au moment où votre humeur change après avoir vu ou entendu quelque chose sur la vie des autres. Ces moments de chute émotionnelle sont vos signaux d'alarme. Ils vous indiquent que vous venez d'entrer dans le territoire dangereux de la comparaison. Développez ce que j'appelle la pratique de la redirection consciente. Chaque fois que vous vous surprenez à vous comparer à quelqu'un d'autre, redirigez immédiatement votre attention vers quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant dans votre propre vie.
Cela peut être aussi simple que d'apprécier votre santé, votre toit au-dessus de votre tête ou les personnes qui vous aiment. Créez également votre propre définition du succès. Au lieu d'adopter les standards de la société ou de votre cercle social, définissez ce que signifie une vie bien vécue pour vous personnellement. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos rêves authentiques? Quand vous avez votre propre boussole interne, les réalisations des autres deviennent moins pertinentes pour votre propre sentiment d'accomplissement. Rappelez-vous que chaque personne a son propre chemin, ses propres défis et son propre timing. Ce qui fonctionne pour les autres peut ne pas être approprié. Et pour vous, et c'est parfaitement normal. Votre seule compétition vraie est avec la personne que vous étiez hier. Concentrez-vous sur votre propre croissance. Célébrez vos propres victoires, peu importe leur taille, et laissez les autres suivre leur propre chemin sans que cela affecte votre paix intérieure. Troisième habitude, la recherche de perfection. La perfection est l'ennemi mortel de l'accomplissement. Cette phrase peut sembler paradoxale, mais elle contient une vérité profonde que beaucoup d'entre nous découvrent de la manière difficile. La recherche obsessionnelle de la perfection n'est pas un noble idéal. C'est une prison mentale qui nous maintient paralysés, incapables d'agir, de créer ou de progresser. Cette habitude destructrice se manifeste de countless façons dans notre vie quotidienne. Vous repoussez le lancement de ce projet parce qu'il n'est pas encore parfait. Vous ne postulez pas pour cet emploi parce que vous ne remplissez pas 100% des exigences. Vous ne commencez pas cette activité physique parce que vous n'avez pas le plan parfait. La liste est infinie, et derrière chaque procrastination se cache souvent cette recherche illusoire de la perfection. Le perfectionnisme est un masque sophistiqué que porte la peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Il est plus facile de dire « ce n'est pas encore parfait » que d'affronter la possibilité de critiquer ou d'échouer. Mais voici la vérité brutale. En cherchant la imperfection, vous garantissez l'échec parce que la perfection n'existe pas dans le monde réel. Les stoïciens avaient une perspective fascinante sur cette question. Ils ne cherchaient pas la perfection externe, mais l'excellence de caractère. Sénèque écrivait qu'il est plus important de bien commencer que d'attendre le moment parfait. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait l'art du possible, se concentrant sur ce qu'il pouvait faire avec les ressources et les circonstances qu'il avait, plutôt que d'attendre des conditions idéales. Cette habitude de perfectionnisme vous vole deux choses précieuses, le temps et l'expérience. Pendant que vous polissez et repolissez quelque chose en quête de la perfection, le temps passe et les opportunités se perdent. Plus important encore, vous vous privez de l'expérience d'essayer, d'échouer, d'apprendre et de vous améliorer. C'est dans l'imperfection de l'action que se trouve la croissance réelle. Éliminer cette habitude demande un changement et fondamental de mentalité. Au lieu de viser la perfection, visez l'excellence. Au lieu de chercher l'infaillibilité, cherchez l'amélioration continue. Au lieu d'attendre d'être prêt à 100%, commencez quand vous êtes prêt à 80%. Cette différence de 20% est souvent l'espace où vivent l'apprentissage et la croissance réelle. Développez ce que j'appelle la mentalité du prototype. Dans le monde de la technologie, les entreprises lancent des versions bêta de leurs produits, sachant qu'elles ne sont pas parfaites, mais comprenant que les commentaires du monde réel sont plus précieux que la perfection théorique. Traitez vos projets, vos relations et même votre développement personnel comme des prototypes en constante évolution. Créez des délais artificiels pour vous-même. Donnez-vous une date limite pour terminer quelque chose, et quand cette date arrive, lancez-le, partagez-le ou implémentez-le, même s'il n'est pas parfait. Vous serez surpris de voir combien de choses imparfaites sont en réalité tout à fait acceptables et précieuses. Célébrez l'effort plutôt que seulement le résultat. Chaque fois que vous agissez malgré l'imperfection, vous renforcez votre muscle de courage et affaiblissez la tyrannie du perfectionnisme. C'est un processus graduel, mais chaque action imparfaite vous rapproche de votre version authentique et accomplie.
Rappelez-vous, fait est mieux que parfait. Un livre imparfait écrit est infiniment plus précieux qu'un livre parfait jamais commencé. Une conversation imparfaite avec quelqu'un que vous aimez vaut mieux qu'un silence parfait. Une tentative imparfaite d'améliorer votre vie est plus puissante qu'une paralysie parfaite. 4e, habitude. Évitez les conversations difficiles. Il y a une épidémie silencieuse qui détruit nos relations, érode notre intégrité personnelle et crée un stress chronique dans nos vies, l'évitement systématique des conversations difficiles. Nous reportons, nous esquivons, nous trouvons des excuses, nous espérons que les problèmes se résoudront d'eux-mêmes. Mais ils ne le font jamais, ils grandissent comme des tumeurs émotionnelles jusqu'à ce qu'ils deviennent ingérables. Cette habitude destructrice se manifeste dans tous les domaines de notre vie. Au travail, nous évitons de parler de ce collègue qui nous manque de respect. Dans nos relations amoureuses, nous gardons le silence sur les besoins non satisfaits. Avec notre famille, nous esquivons les sujets qui pourraient créer de l'inconfort. Avec nos amis, nous tolérons des comportements qui nous blessent. Et pendant ce temps, le ressentiment s'accumule comme de la pression dans une cocotte minute. Pourquoi évitons-nous ces conversations? Par peur. Peur du conflit, peur de blesser l'autre, peur d'être rejeté, peur de découvrir des vérités inconfortables. Nous préférons l'inconfort familier de la tension non résolue à l'inconfort temporaire d'une conversation honnête. C'est comme choisir de vivre avec une dent infectée plutôt que d'aller chez le dentiste. La douleur chronique semble préférable à la douleur aiguë mais temporaire du traitement. Mais voici ce qui se passe vraiment quand nous évitons ces conversations. Nous abandonnons notre pouvoir personnel. Nous permettons aux autres de définir les termes de nos relations. Nous acceptons des standards inférieurs à ce que nous méritons. Nous créons des dynamiques malsaines qui se perpétuent et s'aggravent avec le temps. Les stoïciens comprenaient l'importance de la franchise et du courage dans les relations humaines. Marcus Aurelius écrivait sur la nécessité de dire la vérité avec compassion, même quand c'est difficile. Sénèque parlait du courage moral comme de l'une des vertus les plus importantes, plus difficile parfois que le courage physique. L'évitement des conversations difficiles est également destructeur pour notre propre développement personnel. Chaque fois que nous évitons de dire notre vérité, nous affaiblissons notre connexion avec nous-mêmes. Nous apprenons à notre subconscient que nos besoins et nos limites ne sont pas importants. C'est une forme subtile d'auto-abandon qui érode notre estime de soi au fil du temps. Pour éliminer cette habitude, vous devez d'abord changer votre perception de ce que sont les conversations difficiles. Au lieu de les voir comme des confrontations à éviter, commencez à les voir comme des opportunités de croissance et d'intimité authentique. Les relations qui ne peuvent pas supporter la vérité dite avec amour ne sont pas des relations saines de toute façon. Développez une approche structurée pour ces conversations. Commencez par clarifier vos propres sentiments et besoins avant d'entamer la conversation. Choisissez le bon moment et le bon lieu. Utilisez des déclarations « je » plutôt que des accusations « tu ». Concentrez-vous sur les comportements spécifiques plutôt que sur les caractéristiques générales de la personne. Pratiquez ce que j'appelle la courage en petite dose. Commencez par des conversations moins intimidantes et construisez votre confiance. Peut-être commencez par exprimer une préférence simple. J'aimerais essayer un restaurant différent ce soir, au lieu d'aller toujours au même endroit par défaut. Graduellement, travaillez vers des sujets plus significatifs. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler la réaction de l'autre personne, mais vous pouvez contrôler votre propre intégrité. Parfois, dire votre vérité peut mettre fin à une relation, mais cela révèle simplement que cette relation n'était pas basée sur des fondations solides. D'autres fois, cela peut approfondir et renforcer la connexion de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Le coût de l'évitement est toujours plus élevé que le coût de la vérité. Chaque conversation difficile que vous reportez devient plus difficile avec le temps. Chaque limite que vous ne définissez pas est une invitation à être maltraité. Chaque vérité que vous gardez pour vous-même est un petit mensonge que vous vivez. 5e habitude.
La consommation compulsive d'informations. Dans notre ère hyperconnectée, nous avons développé une addiction collective à l'information qui détruit silencieusement notre capacité de concentration, notre paix mentale et notre productivité. Nous scrollons compulsivement les réseaux sociaux, nous vérifions obsessionnellement les nouvelles, nous consommons des contenus sans fin, comme des hamsters dans une roue d'information qui tourne sans cesse. Cette habitude est particulièrement insidieuse parce qu'elle se déguise en productivité. Nous nous disons que nous restons informés, que nous apprenons quelque chose, que nous restons connectés. Mais en réalité, la plupart de cette consommation d'informations est passive, répétitive et mentalement toxique. C'est de la malbouffe pour l'esprit. Cela donne une satisfaction temporaire, mais ne nourrit pas vraiment. Le problème n'est pas l'information en soi, mais notre relation compulsive avec elle. Nous avons perdu la capacité de choisir consciemment ce que nous consommons mentalement. Nos journées sont fragmentées par des notifications constantes. Nos pensées sont interrompues par l'envie irrésistible de vérifier nos téléphones. Notre attention est dispersée entre 1000 stimuli différents. Cette surcharge informationnelle crée ce que les psychologues appellent la fatigue de décision. Notre cerveau, bombardé par un flux constant de nouvelles informations, devient moins capable de prendre des décisions importantes. Nous gaspillons notre énergie mentale sur des détails insignifiants et il ne nous reste plus de ressources cognitives pour ce qui compte vraiment. Les stoïciens valorisaient énormément la qualité de leurs pensées et la discipline de leur attention. Marc Aurèle écrivait sur l'importance de garder son esprit comme une citadelle, protégée des influences externes destructrices. Épictète parlait de la nécessité de choisir soigneusement ce à quoi nous prêtons attention, car notre attention façonne notre réalité. Cette habitude destructrice se manifeste de nombreuses façons subtiles. Vous vous réveillez et la première chose que vous faites est de vérifier votre téléphone. Vous ne pouvez pas passer 1 heure sans consulter vos réseaux sociaux. Vous lisez des nouvelles qui vous stressent mais qui ne vous concernent pas directement. Vous consommez des contenus qui vous laissent plus anxieux, énervés ou déprimés qu'avant. Pour éliminer cette habitude, vous devez d'abord reconnaître que votre attention est votre ressource la plus précieuse. C'est littéralement la matière première avec laquelle vous construisez votre expérience de vie. Chaque minute d'attention que vous donnez à quelque chose de toxique ou d'inutile est une minute volée à quelque chose de précieux. Créez des zones libres d'information dans votre journée. Cela peut être la première heure après le réveil, la dernière heure avant le coucher ou les repas en famille. Pendant ces périodes, gardez tous les appareils éteints ou dans une autre pièce. Redécouvrez le plaisir du silence mental, de la conversation authentique ou de la simple contemplation. Pratiquez la consommation consciente d'informations. Avant d'ouvrir une application ou de lire un article, demandez-vous « Est-ce que cela va m'aider à devenir une meilleure personne ou à atteindre mes objectifs ?» Si la réponse est non, fermez l'application et faites autre chose. Remplacez la consommation passive par la création active. Au lieu de passer 1 heure à scroller sur les réseaux sociaux, utilisez cette heure pour écrire dans un journal, apprendre une nouvelle compétence ou avoir une vraie conversation avec quelqu'un que vous aimez. L'acte de créer est infiniment plus satisfaisant que l'acte de consommer. Établissez des horaires spécifiques pour consulter les nouvelles et les réseaux sociaux, comme vous le feriez pour regarder la télévision. Au lieu de permettre à ces contenus d'interrompre votre journée de manière aléatoire, choisissez consciemment quand et combien de temps vous y consacrez. Rappelez-vous que l'ignorance volontaire de certaines informations n'est pas de l'ignorance, c'est de la sagesse. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque détail de chaque scandale, chaque opinion de chaque expert, chaque mise à jour de chaque crise. Votre paix mentale et votre capacité de concentration valent plus que votre peur de rater quelque chose. 6e habitude, reporter les décisions importantes. La procrastination dans la prise de décisions importantes est l'une des habitudes les plus paralysantes que nous puissions développer. Elle nous maintient dans un état de limbo émotionnel, créant un stress chronique
et nous empêchant d'avancer dans les domaines qui comptent vraiment. C'est comme vivre dans la salle d'attente de votre propre vie, toujours sur le point de commencer à vivre, mais jamais vraiment en train de le faire. Cette habitude se manifeste dans tous les aspects de notre existence. Nous reportons la décision de quitter ce travail qui nous rend malheureux. Nous évitons de prendre position sur cette relation qui ne fonctionne plus. Nous repoussons indéfiniment cette conversation importante avec nos parents. Nous remettons à plus tard le choix de commencer cette nouvelle carrière, ce déménagement, cette thérapie dont nous savons que nous avons besoin. Pourquoi reportons-nous ces décisions cruciales? Souvent, c'est par peur de faire le mauvais choix. Nous nous paralysons dans l'analyse, pesant indéfiniment le pour et le contre, cherchant une certitude qui n'existe pas. Nous attendons le bon moment, plus d'informations, de meilleures circonstances. Mais la vérité brutale est que le bon moment n'arrive jamais, et l'attente elle-même devient une décision par défaut. Les stoïciens comprenaient que l'inaction est aussi un choix, souvent le pire de tous. Quand vous reportez une décision importante, vous choisissez passivement de maintenir le status quo, même quand ce status quo vous fait souffrir. Vous abandonnez votre pouvoir de créateur de votre propre vie et vous devenez victime des circonstances. Cette habitude est particulièrement destructrice parce qu'elle crée un cycle vicieux. Plus vous reportez une décision, plus elle devient intimidante dans votre esprit. L'anxiété grandit, l'urgence s'intensifie et paradoxalement, cela vous pousse à reporter encore plus. C'est comme une dette émotionnelle qui accumule des intérêts composés. Marc Aurèle écrivait sur l'importance d'agir avec résolution, même face à l'incertitude. Il comprenait que l'attente de conditions parfaites est une forme de fuite de la responsabilité personnelle. Sénèque parlait du courage nécessaire pour faire des choix difficiles, reconnaissant que toute décision importante implique du risque et de l'inconfort. Pour éliminer cette habitude paralysante, vous devez d'abord accepter une vérité fondamentale. Il n'y a pas de décision parfaite. Chaque choix important que vous faites aura des avantages et des inconvénients. L'objectif n'est pas de trouver la décision parfaite, mais de prendre la meilleure décision possible avec les informations que vous avez maintenant. Développez ce que j'appelle la règle des 80%. Quand vous avez environ 80% des informations nécessaires pour prendre une décision, prenez-la. Les 20% restants peuvent souvent seulement être obtenus par l'expérience, pas par plus d'analyse théorique. Créez des délais artificiels pour vos décisions importantes. Donnez-vous une date limite spécifique et quand cette date arrive, prenez la décision, même si vous ne vous sentez pas entièrement prêt. Cette technique force votre cerveau à sortir du mode analyse paralysante et à entrer en mode action. Pratiquez la prise de petites décisions rapidement pour renforcer votre muscle décisionnel. Si vous passez 10 minutes à décider quoi commander au restaurant, comment pouvez-vous espérer prendre rapidement des décisions de vie importantes? Commencez par accélérer vos choix quotidiens insignifiants. Rappelez-vous que ne pas décider est aussi une décision, souvent la pire. Chaque jour que vous passez dans un travail qui vous rend malheureux est un jour où vous choisissez le malheur. Chaque semaine que vous restez dans une relation dysfonctionnelle est une semaine où vous choisissez la dysfonction. Votre inaction a des conséquences réelles sur votre bien-être et votre futur. Acceptez que vous ferez parfois le mauvais choix et que c'est normal. L'erreur fait partie de l'apprentissage humain. Une mauvaise décision suivie d'une correction rapide est souvent meilleure qu'aucune décision du tout. Vous pouvez toujours ajuster votre parcours, mais vous ne pouvez pas avancer si vous refusez de prendre la route. 7e habitude, cherchez la validation externe constante. L'une des habitudes les plus épuisantes et destructrices que nous puissions développer est la recherche constante d'approbation externe. C'est comme vivre avec une fuite émotionnelle permanente. Peu importe combien de validations vous recevez, cela ne suffit jamais, parce que le problème n'est pas dans l'absence d'approbation des autres, mais dans l'absence d'approbation de vous-même. Cette habitude transforme votre estime de soi en montagnes russes émotionnelles. Un compliment vous fait voler, une critique vous écrase.
Votre humeur dépend des likes sur vos publications, des réactions de vos collègues, de l'approbation de votre famille. Vous vivez essentiellement à la merci des opinions d'autrui, comme un bateau sans ancre ballotté par tous les vents. Le problème avec cette dépendance à la validation externe, c'est qu'elle vous maintient dans un état permanent d'insécurité. Vous ajustez constamment votre comportement, vos opinions, même votre personnalité pour obtenir l'approbation des autres. Mais quelle version de vous approuve-t-il vraiment? La version authentique ou la version édulcorée que vous présentez pour leur plaire? Cette habitude se manifeste de manière subtile, mais omniprésente. Vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux et vérifiez compulsivement les réactions. Vous modifiez votre opinion dans une conversation quand vous sentez de la résistance. Vous achetez des choses que vous ne voulez pas vraiment pour impressionner des gens que vous n'aimez pas vraiment. Vous choisissez votre carrière basée sur ce que les autres considèrent comme respectable plutôt que sur ce qui vous passionne vraiment. Les stoïciens avaient une perspective radicale sur cette question. Épictète enseignait que l'opinion des autres est complètement hors de notre contrôle, et donc quelque chose dont nous ne devrions pas nous préoccuper. Il ne s'agissait pas d'indifférence arrogante, mais de liberté pratique. Quand vous cessez de chercher l'approbation externe, vous libérez une énorme quantité d'énergie mentale que vous pouvez investir dans votre propre croissance et bonheur. Marc Aurèle écrivait sur l'inutilité de se préoccuper de ce que les autres pensent, surtout considérant que ces mêmes personnes sont elles-mêmes préoccupées par ce que les autres pensent d'elles. C'est un cycle sans fin d'insécurité collective où personne n'est vraiment libre d'être authentique. Cette recherche de validation externe vous vole également votre capacité à développer une véritable confiance en vous. La confiance authentique vient de la connaissance de vos propres valeurs, de vos propres capacités, de votre propre valeur intrinsèque. Mais quand vous dépendez constamment de l'approbation externe, vous n'apprenez jamais à vous connaître vraiment ou à vous faire confiance. Pour éliminer cette habitude destructrice, vous devez commencer par développer une relation plus profonde avec vous-même. Passez du temps en solitude, pas dans la distraction, mais dans la réflexion authentique. Qu'est-ce que vous valorisez vraiment? Quels sont vos rêves authentiques, pas ceux que vous pensez que vous devriez avoir? Quelles sont vos opinions réelles sur les choses importantes? Pratiquez l'expression de vos opinions authentiques dans des situations à faible risque. Si quelqu'un demande votre avis sur un film et que vous ne l'avez pas aimé, dites-le honnêtement, au lieu de dire ce que vous pensez qu'ils veulent entendre. Commencez petit et construisez votre muscle d'authenticité. Développez des critères internes de succès. Au lieu de mesurer votre valeur par les réactions des autres, créez vos propres métriques, basées sur vos valeurs personnelles. Avez-vous agi avec intégrité aujourd'hui? Avez-vous fait des progrès vers vos objectifs authentiques? Avez-vous traité les autres avec gentillesse? Ces questions sont infiniment plus importantes que « Qu'est-ce que les autres pensent de moi ?» Rappelez-vous que les personnes qui vous donneront le plus de validation ne sont pas nécessairement celles qui vous veulent du bien. Parfois, les flatteurs ont leurs propres agendas. D'autre part, les critiques constructives venant de personnes qui vous aiment vraiment peuvent être plus précieuses que 1000 compliments superficiels. Acceptez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et que c'est en fait une bonne chose. Si tout le monde vous approuve, cela signifie probablement que vous ne prenez aucune position significative sur rien. L'authenticité attire parfois la critique, mais elle attire aussi les bonnes personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes vraiment. 8e habitude, négliger sa santé physique. Il y a une déconnexion tragique dans notre culture moderne entre l'esprit et le corps, comme s'ils étaient des entités séparées qui n'interagissent pas. Nous prenons soin de nos voitures, nous maintenons nos maisons, nous mettons à jour nos téléphones, mais nous négligeons systématiquement le seul véhicule que nous avons pour naviguer dans cette vie, notre corps physique. Cette négligence n'est pas seulement destructrice pour notre santé physique, elle sabote notre capacité mentale, émotionnelle et spirituelle.
Votre corps n'est pas simplement un contenant pour votre esprit, c'est le fondement sur lequel repose toute votre expérience de vie. Quand vous négligez votre santé physique, vous sabotez toutes les autres dimensions de votre existence. Cette habitude destructrice se manifeste de nombreuses façons familières. Nous mangeons des aliments transformés qui nous volent notre énergie au lieu de nous nourrir. Nous restons assis pendant des heures sans bouger, créant de la stagnation dans nos corps. Nous sacrifions le sommeil pour la productivité, ne réalisant pas que nous diminuons drastiquement notre capacité à être réellement productifs. Nous ignorons les signaux de stress de notre corps jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à ignorer. Le plus ironique, c'est que nous négligeons souvent notre santé physique au nom d'autres priorités. Le travail, la famille, les obligations sociales. Mais comment pouvons-nous être vraiment présents et efficaces dans ces domaines si nous opérons avec un corps épuisé, mal nourri et stressé? C'est comme essayer de conduire une voiture avec le réservoir vide et des pneus dégonflés. Les stoïciens comprenaient l'importance de maintenir le corps en bonne santé, non par vanité, mais comme un acte de responsabilité envers soi-même et envers les autres. Sénèque pratiquait régulièrement des exercices physiques et parlait de l'importance de fortifier le corps pour fortifier l'esprit. Marc Aurèle écrivait sur l'interconnexion entre la santé physique et la clarté mentale. Cette négligence de la santé physique crée un cycle vicieux particulièrement destructeur. Moins vous prenez soin de votre corps, moins vous avez d'énergie pour le faire. Plus vous vous sentez mal physiquement, moins vous êtes motivé à changer. C'est comme s'enfoncer dans du sable mouvant. Plus vous luttez de manière désorganisée, plus vous vous enfoncez. Pour briser cette habitude destructrice, vous devez d'abord changer votre relation avec votre corps. Au lieu de le voir comme un obstacle ou un fardeau, commencez à le voir comme votre partenaire le plus fidèle dans cette vie. Il vous a porté jusqu'ici, il guérit vos blessures, il vous permet d'expérimenter le plaisir et la beauté. Il mérite votre respect et vos soins. Commencez par de petits changements quotidiens plutôt que par des transformations drastiques. Ajoutez une promenade de 10 minutes à votre routine. Remplacez une boisson sucrée par de l'eau. Couchez-vous 15 minutes plus tôt. Ces micro-changements peuvent sembler insignifiants, mais ils s'accumulent de manière exponentielle au fil du temps. Traitez votre corps comme vous traiteriez un ami précieux. Vous ne donneriez pas de la malbouffe constamment à quelqu'un que vous aimez. Vous ne priveriez pas un ami de sommeil ou d'exercice. Vous ne stresseriez pas constamment quelqu'un qui vous est cher. Étendez cette même compassion et ces mêmes soins à votre propre corps. Créez des rituels de santé qui nourrissent votre corps et votre esprit simultanément. Une séance de méditation matinale avec des étirements doux, une promenade dans la nature qui combine exercice et contemplation, une routine de coucher qui prépare votre corps au repos et votre esprit à la paix. Rappelez-vous que prendre soin de votre santé physique n'est pas du narcissisme, c'est de la responsabilité. Vous ne pouvez pas verser d'un verre vide. Plus vous êtes en bonne santé physiquement, plus vous avez à offrir aux autres et au monde. Votre bien-être physique est un cadeau que vous faites non seulement à vous-même, mais à tous ceux qui comptent sur vous. 9e. Habitude. Vivre dans le futur. Paradoxalement, alors que certains se perdent dans le passé, d'autres se perdent dans un futur qui n'existe pas encore. Cette habitude de vivre mentalement dans un futur hypothétique est tout aussi destructrice que l'obsession du passé. Vous passez vos journées à vous inquiéter de ce qui pourrait arriver, à planifier des scénarios qui ne se matérialiseront probablement jamais, à sacrifier le bonheur présent pour une sécurité future illusoire. Cette projection constante dans le futur vous vole la seule chose que vous avez vraiment, ce moment présent. Pendant que votre esprit vagabonde dans des futurs possibles, votre vie réelle se déroule ici et maintenant, souvent sans que vous y soyez vraiment présent. C'est comme regarder un film incroyable en pensant constamment au prochain film que vous pourriez voir. Cette
Habitude se manifeste de nombreuses façons dans notre vie quotidienne. Vous ne pouvez pas profiter de vos vacances parce que vous pensez déjà au travail qui vous attend. Vous ne savourez pas le repas avec vos amis parce que vous planifiez mentalement votre semaine. Vous ne jouez pas vraiment avec vos enfants parce que votre esprit est occupé par les obligations de demain. L'anxiété chronique est souvent le sous-produit de cette habitude. Quand vous vivez constamment dans des futurs hypothétiques, vous créez du stress pour des problèmes qui n'existent pas encore et qui pourraient ne jamais exister. Votre système nerveux ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace imaginée. Alors il reste en état d'alerte constante. Les stoïciens avaient une compréhension profonde de cette tendance humaine destructrice. Sénèque écrivait « C'est probablement vrai que certains malheurs nous menacent, mais il est certain que tous ne frapperont pas. Plus d'événements nous causent de l'alarme que du mal, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. » Cette habitude vous empêche également de prendre des décisions et des actions importantes dans le présent. Vous reportez constamment votre bonheur et votre épanouissement à un futur mythique où toutes les conditions seront parfaites. Quand j'aurai terminé ce projet, quand j'aurai plus d'argent, quand les enfants seront plus grands, quand je prendrai ma retraite. Mais ce futur parfait n'arrive jamais, parce qu'il y a toujours une nouvelle condition à remplir. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait la discipline de l'attention, ramenant constamment son esprit au moment présent. Il comprenait que c'est seulement dans le présent que nous avons le pouvoir d'agir, de changer, de grandir. Le passé est fini, le futur est incertain, mais ce moment-ci est réel et plein de possibilités. Pour éliminer cette habitude de fuite vers le futur, vous devez développer ce que les psychologues appellent la conscience du moment présent. Cela ne signifie pas arrêter complètement de planifier. La planification intelligente est importante. Cela signifie arrêter de vivre émotionnellement dans des futurs hypothétiques. Pratiquez l'ancrage sensoriel. Plusieurs fois par jour, arrêtez-vous et connectez-vous consciemment avec vos 5 sens. Qu'est-ce que vous voyez vraiment autour de vous? Quels sons entendez-vous? Quelles sensations ressentez-vous dans votre corps? Cette pratique simple, mais puissante, ramène instantanément votre conscience au présent. Créez des rituels de présence dans votre routine quotidienne. Cela peut être boire votre café du matin en silence, en savourant vraiment chaque gorgée, ou prendre quelques respirations conscientes avant chaque repas, ou vous arrêter pour vraiment regarder le coucher de soleil. Ces moments d'attention délibérée entraînent votre esprit à rester dans le présent. Quand vous vous surprenez à vous inquiéter du futur, demandez-vous: qu'est-ce que je peux faire maintenant, dans ce moment, pour influencer positivement cette situation? Si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Si vous ne pouvez rien faire, redirigez consciemment votre attention vers quelque chose de présent et de constructif. Rappelez-vous que la vie n'est pas une destination vers laquelle vous vous dirigez. C'est un voyage que vous vivez moment par moment. Chaque instant que vous passez à attendre que la vraie vie commence est un instant de vraie vie à gaspiller. Le bonheur n'est pas quelque chose qui vous arrivera quand toutes les conditions seront réunies. C'est quelque chose que vous pouvez choisir de cultiver maintenant, avec ce que vous avez, où vous êtes. 10e habitude: accumuler au lieu de vivre. La dernière habitude destructrice que nous devons examiner est peut-être la plus insidieuse de notre époque. L'accumulation compulsive de biens, d'expériences, de relations, d'informations, comme si la quantité pouvait compenser l'absence de qualité ou de sens dans nos vies. Nous vivons dans une culture qui nous vend constamment l'idée que plus est toujours mieux, que le bonheur peut s'acheter, que notre valeur se mesure parce que nous possédons. Cette habitude transforme votre vie en un entrepôt plutôt qu'en une expérience. Votre maison se remplit d'objets que vous n'utilisez jamais. Votre calendrier se remplit d'activités qui ne vous nourrissent pas vraiment. Vos relations deviennent superficielles parce que vous privilégiez la quantité à la profondeur. Votre esprit se remplit d'informations inutiles qui créent du bruit au lieu de la sagesse. Le problème avec l'accumulation compulsive, c'est qu'elle crée l'illusion du progrès sans le véritable épanouissement.
Vous pouvez accumuler indéfiniment sans jamais vous sentir vraiment satisfait, parce que la satisfaction ne vient pas de l'avoir, mais de l'être. Chaque nouvel achat promet de combler un vide émotionnel, mais ce vide ne peut être comblé que de l'intérieur. Cette habitude se manifeste de nombreuses façons subtiles dans notre société de consommation. Vous achetez des livres que vous ne lisez jamais, comme si le simple fait de les posséder vous rendait plus intelligent. Vous collectionnez des expériences pour vos réseaux sociaux plutôt que pour votre propre enrichissement. Vous maintenez des dizaines de relations superficielles au lieu de cultiver quelques amitiés profondes. Les stoïciens avaient une perspective radicalement différente sur la possession et l'accumulation. Sénèque, bien qu'il fût très riche, prêchait et pratiquait la simplicité volontaire. Il comprenait que les possessions pouvaient facilement devenir des chaînes, nous possédant plus que nous ne les possédons. Épictète enseignait que la liberté véritable vient de vouloir ce que nous avons plutôt que d'avoir ce que nous voulons. Cette habitude d'accumulation vous vole 3 choses précieuses: le temps, l'espace et l'attention. Le temps que vous passez à acquérir, organiser et maintenir vos possessions est du temps volé à vivre vraiment. L'espace physique encombré crée un encombrement mental. L'attention dispersée entre 1000 choses vous empêche de vous concentrer profondément sur ce qui compte vraiment. Pour éliminer cette habitude destructrice, vous devez d'abord changer votre définition de la richesse. Au lieu de mesurer votre richesse par ce que vous avez, commencez à la mesurer par ce dont vous n'avez pas besoin. La vraie richesse, c'est d'avoir suffisamment, pas plus. C'est de savoir distinguer entre vos besoins réels et vos désirs manufacturés par la culture de consommation. Pratiquez ce que j'appelle la curation intentionnelle de votre vie. Au lieu d'ajouter constamment, commencez à soustraire consciemment. Passez en revue vos possessions et demandez-vous: est-ce que cet objet ajoute vraiment de la valeur à ma vie? Si la réponse est non, libérez-vous-en. Faites de même avec vos engagements, vos activités, même vos relations. Développez l'art de l'appréciation profonde. Au lieu d'accumuler de nombreuses expériences superficielles, choisissez-en moins, mais savourez-les pleinement. Au lieu d'acheter constamment de nouveaux objets, apprenez à vraiment apprécier et utiliser ce que vous avez déjà. Cette approche qualitative transforme votre relation avec la consommation. Créez des espaces de simplicité dans votre vie. Cela peut être un coin de votre maison complètement dégagé et minimaliste où vous pouvez aller pour vous connecter avec l'essentiel, ou des périodes de temps dans votre journée libre de toute stimulation externe, où vous pouvez simplement être sans avoir besoin de faire ou de consommer quoi que ce soit. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas emmener vos possessions avec vous quand vous partez, mais vous pouvez emmener vos expériences, votre sagesse, l'amour que vous avez donné et reçu. Concentrez-vous sur l'accumulation de ces richesses intérieures qui s'apprécient avec le temps plutôt que de se déprécier. Conclusion. L'art de l'élimination silencieuse. Après avoir exploré ces 10 habitudes destructrices, vous pourriez vous sentir un peu overwhelmed. C'est normal. La prise de conscience peut être inconfortable au début, comme allumer une lumière dans une pièce où vous aviez l'habitude de naviguer dans l'obscurité. Mais cette conscience est le premier pas vers la liberté. L'élimination de ces habitudes ne doit pas être un projet dramatique ou révolutionnaire. La vraie transformation se produit dans le silence, dans les petits choix quotidiens que personne ne voit mais qui façonnent qui vous devenez. C'est dans la décision silencieuse de ne pas vérifier votre téléphone au réveil. C'est dans le choix conscient de dire votre vérité, même quand c'est inconfortable. C'est dans la pratique quotidienne de ramener votre attention au présent. Les stoïciens nous enseignent que nous avons un contrôle limité mais puissant sur nos vies. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons complètement contrôler comment nous y répondons. Ces 10 habitudes représentent 10 domaines où vous pouvez exercer ce contrôle. 10 façons de reprendre le pouvoir sur votre propre existence. Commencez par choisir une seule habitude, celle qui résonne le plus avec votre situation actuelle. Travaillez dessus avec patience et compassion envers vous-même.
Le changement durable ne se produit pas par la force brute ou la discipline punitive, mais par la compréhension douce et l'action consistante. Rappelez-vous que chaque habitude que vous éliminez crée de l'espace pour quelque chose de plus beau de grandir. Quand vous cessez de vivre dans le passé, vous créez de l'espace pour être présent. Quand vous arrêtez de chercher la validation externe, vous créez de l'espace pour l'authentique confiance en soi. Quand vous cessez d'accumuler compulsivement, vous créez de l'espace pour apprécier ce que vous avez vraiment. Cette transformation silencieuse n'est pas seulement pour vous. Quand vous éliminez ces habitudes destructrices de votre vie, vous devenez un exemple vivant pour les autres. Votre paix